Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Coin Recherche. Et donc on va continuer à parler un petit peu de ces algèbres de chemin et de Carquois avec des définitions plus propres que ce que j'avais énoncé l'épisode précédent. L'épisode précédent étant une simple introduction. Donc on va continuer à avancer jusqu'à ce que je puisse énoncer et vous faire comprendre le titre de toute cette saison, donc la retrouvabilité de Jordan, de certaines sous-catégories de modules dans les algèbres aimables. Et donc on va avancer déjà petit à petit avec déjà ces notions de Carquois et d'algèbre de chemin. Alors déjà, un Carquois, c'est quoi? Donc un Carquois, qu'on note en général Q, et va représenter en fait un quadruplé Q0, Q1, ST avec... Et donc un Carquois, comme je l'avais un peu énoncé la dernière fois, c'est comme un graphe. Donc en fait, Q0 et Q1 sont des ensembles. Q0 c'est un ensemble, non nécessairement fini, qui correspond au sommet. On va avoir ensuite Q1, qui est également un ensemble. Et ça va être l'ensemble des flèches du Carquois. Nous avons ensuite S et T qui sont tous deux des applications qui vont de Q1 vers Q0. Ok. Et en fait, tel que, eh bien, pour tout alpha dans Q1, S alpha correspondra à ce qu'on appellera la source de la flèche. Donc source de alpha. Et T de alpha sera le but de la flèche. Donc source, but, c'est juste pour retenir S et T. Donc voilà ce qu'est un Carquois, et voilà une façon assez intéressante d'encoder un graphe. Donc voilà, je vais vous faire un petit exemple pour que vous voyez comment ça marche. Si je propose le Carquois suivant, je ne vais pas en faire un trop long, donc je vais faire quelque chose comme ça, et peut-être comme ça. Ou je vais peut-être même faire un peu spécial comme ça. Voilà, ok. Donc voilà, si je vous propose ce Carquois-là, comment l'encoder, ce Carquois? Et vous l'encodez de la manière suivante. Q0, ça va être juste l'ensemble des sommets, donc 1, 2, 3. Q1, ça va être l'ensemble des flèches, alpha, bêta, gamma. Et puis après, il faut définir ce qui est S et ce qui est T. Et bien, S de alpha, vous voyez que S de alpha égale S de bêta égale 1. Vous avez aussi que S de gamma, c'est égal à 3. Et enfin, vous avez que T de alpha égale T de bêta égale T de gamma égale 2. Donc c'est égal au sommet 2. Voilà une façon donc d'encoder le graphe que je viens de vous présenter là, de vous dessiner. Donc à savoir que oui, comme je viens de le dire, les ensembles ne sont pas nécessairement des ensembles finis. On peut très bien travailler avec un ensemble de sommets infinis, un ensemble de flèches infinies, avec des restrictions si on veut, mais voilà, donc c'est ça un Carquois. Ok? Donc voilà comment on l'encode, en espérant avoir été clair avec cet exemple. Bon, alors maintenant je vais vous définir ce qu'est exactement l'algèbre de chemin. Donc, normalement ça doit correspondre à ce que j'ai dit la semaine dernière. Hop. Et puis après, on va revenir sur le petit exercice que j'ai posé la semaine dernière. Donc, il nous faut un Carquois, donc soit Q, un Carquois.
Et donc on définit A, donc soit on définit A égale KQ, donc il me faut un corps également, donc, et K, un corps. Donc on définit A égale KQ, l'algèbre des chemins sur Q, hein, enfin, ou du carquois, comme étant l'espace, le K espace vectoriel, comme étant le K espace vectoriel K espace vectoriel engendré en tant que base alors ça sera bien une base si on travaille en dimension, enfin si on travaille avec un nombre de flèches fini, je pense, ouais, le nombre de sommets aussi doit être fini. Donc si on travaille dans un cadre où le carquois est fini, ce qu'on fera en général, eh bien on verra que en fait, l'ensemble des chemins possibles correspond à la base de l'algèbre. Donc en tant que base, donc je vais mettre au-dessus, on supposera Q fini. Pour cet exposé, certainement pour l'ensemble de tout ce que j'expliquerai. D'accord ? Mais à savoir quand même que la définition de base, on n'a pas obligatoirement Q0 et Q1 qui sont finis. Donc quand je dis que le carquois est fini, ça veut dire que le nombre de sommets et le nombre de flèches est fini. Okay, donc on supposera ça, comme ça ne posera pas d'ambiguïté. Donc on a A qui est donc le K espace vectoriel engendré en tant que base par les chemins de Q munis d'une multiplication correspondant à la concaténation. Alors ça demande à ce que je vous explique aussi comment on va encoder les chemins. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que si on a donc, on encodera les chemins de la manière suivante. Donc un chemin qu'on pourra noter, moi je l'appelle ρ. Donc on pourra noter ρ, ça va être une suite de flèches. Donc on va avoir alpha L, alpha L-1, jusqu'à alpha 1. Donc une suite de flèches écrites à l'envers. Donc avec alpha I, donc Q1, pour tout petit. Et de plus, pour que ce soit vraiment un chemin, il faut que le but de, par exemple, le but de alpha L-1 corresponde avec la source de alpha L. Ok ? Tel que la source de alpha I, le but pardon, de alpha I est égal à la source de alpha I plus 1. Pour tous les I pour lesquels on peut faire cette égalité. C'est-à-dire pour tout I compris entre 1 et L-1. Voilà comment on va encoder les chemins. Et bien sûr, il y a les chemins paresseux, dont j'avais parlé la dernière fois. Oh, je pense que je pouvais garder l'exemple que j'avais. Je vais peut-être le redessiner. On a le sommet 2, 3, et donc alpha, bêta, gamma. Okay.
Donc, je vais garder l'exemple parce que je vais expliquer ce que c'est l'algèbre des chemins là-dessus. Ok. Donc, et plus les chemins paresseux. Qu'on peut noter EI pour EQ plutôt, pour Q, un sommet. D'accord. Et donc les chemins paresseux, pour rappel, ce sont les chemins qui restent sur le même sommet. D'accord. Hein, donc il y a pas, on suit aucune flèche, on reste juste sur le même sommet. Ok, donc voilà déjà comment on va encoder ces chemins. Et c'est quoi la multiplication pour être plus précis? Donc après, bien sûr, on linéarise, hein, en fait c'est ça l'idée, hein, on va linéariser la multiplication après ce, mais il faut déjà savoir ce que c'est la multiplication entre deux chemins. Donc si j'ai soit ρ et nu deux chemins, de Q, alors on aura que ρ fois nu c'est égal à tout simplement le chemin ρ nu si le but de nu, donc oui, le but de nu, ça sera le but de alpha L. Alors, je vais peut-être l'écrire, le but d'un chemin. Je vais écrire ça. Donc T de ρ, ça va être T de alpha L. Donc c'est le but de la dernière flèche. Autrement dit, c'est le sommet que vous atteignez, hein, à la suite du chemin. Et la source, ça va être le début de votre chemin. Donc c'est-à-dire la source de la première flèche que vous prenez. Donc, vous avez la possibilité de faire la concaténation si le but de nu correspond à la source de ρ. Et si ce n'est pas le cas, on considérera la multiplication comme nulle. Ok, donc voilà comment va marcher la multiplication, puis après on linéarise. Ok, alors je vais faire l'exemple là avec ce carquois, puis après je referai l'exemple que j'ai donné en exercice, et vous montrer quelle était l'algèbre qui était cachée derrière. Donc, je vais effacer ce que je viens d'écrire là, pour pouvoir faire l'exemple ici. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une pause, le temps de réécrire peut-être si vous voulez, ou juste de bien comprendre ce que j'ai noté. Donc, l'exemple ici, si je suis cet exemple-là, quels sont tous les chemins que je peux faire dans ce carquois? Tous les chemins que je peux faire dans ce carquois sont les chemins paresseux, qui sont tous de longueur. Alors oui, la longueur d'un chemin, ça sera le nombre de flèches qu'on suit. Donc ici, la longueur de ρ, c'est L. Donc on a ces chemins-là, on a aussi les chemins de longueur 1 qui correspondent aux flèches, donc alpha, bêta et gamma. Et est-ce qu'on en a d'autres? La réponse est non, on n'en a pas d'autres. D'accord? On peut remarquer qu'on n'en a pas d'autres. Donc l'algèbre est engendrée par ces éléments-là et rien d'autre, parce qu'on peut faire n'importe quelle concaténation, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc ici, l'algèbre est engendrée, donc ça va être K, ça va être le vecte si vous préférez. Hein. Donc ça va être le vecte de E1, E2, E3, alpha, bêta, gamma. Ok. Et maintenant, quelles sont les règles de multiplication? On voit que alpha, bêta, ça fera 0 parce qu'on ne peut pas concaténer alpha et bêta, ni même bêta, alpha, ni même alpha, gamma, ni gamma, alpha, ni... il me reste bêta, donc bêta, gamma, ni gamma, bêta. Ok. Alors, il y a d'autres multiplications qui vont être nulles, mais je vais peut-être m'attarder juste sur les multiplications qui sont non nulles. Donc les multiplications qui sont non nulles sont alpha E1, qui va valoir alpha. Puisque si je reste en 1, puis je suis la flèche alpha, au final c'est comme si je n'avais que suivi la flèche alpha. Et c'est la même chose si je fais E2 alpha. Donc si je suis alpha, puis que je reste en 2. Okay. Et ça c'est non nul. Ensuite, vous avez la même chose pour bêta. Hein, donc bêta E1 égale bêta égale E2 bêta. Vous avez également gamma E3
égale gamma égale E de gamma. Donc voilà les multiplications qui sont non nulles, faisant intervenir les flèches. Et après, il reste quelques autres multiplications. Donc évidemment, si vous faites EI fois EJ, si vous faites EI fois EJ pour I différent de J, vous allez obtenir 0, donc si I est différent de J. Par contre, si I égale J, vous allez obtenir EI. Donc si vous restez en un sommet I, puis vous re-restez en un sommet I, au final, vous êtes juste resté en sommet I. Donc, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les EI sont des idempotents. D'accord, hein? Donc, les EI sont des idempotents. Voilà. Donc remarquez que là, mon algèbre, elle est bien de dimension finie. Hein. Je peux très bien avoir une algèbre de dimension infinie avec un nombre de sommets finis et un nombre de flèches finies. Hein. Donc, je vais donner juste un exemple. L'exemple que j'ai donné la dernière fois. Hein. Donc, si je prends cet exemple-là donne une algèbre de dimension infinie. Hein. Puisque ici, A, c'est égal en fait au polynôme. Hein. C'est isomorphe. Hein. Ou c'est égal au polynôme en alpha. Hein, d'accord, en considérant que si je fais alpha fois alpha fois alpha, hein, c'est alpha puissance quelque chose. Donc voilà, donc on peut très bien, là j'ai qu'un sommet et qu'une flèche, et pourtant, j'ai une algèbre de dimension infinie. D'accord, donc c'est pas parce qu'on travaille avec ça qu'on a la certitude que l'algèbre est de dimension finie. Hein. Là, cette dimension. En fait, pour que ce soit de dimension finie, il faut vous assurer qu'il n'y ait pas de boucle. En fait. D'accord? Donc, c'est une condition pour que l'algèbre soit de dimension finie. Ok, donc je vais peut-être juste faire ces petites remarques. 2 petites remarques au moins. Après, on peut en faire d'autres. Hein. 2 petites remarques. Voire même 3. Donc, une première remarque, c'est que l'algèbre est de dimension finie si et seulement si il n'y a pas de boucle. Pas de boucle, de cycle, c'est ça que je veux dire. Donc, A est de dimension finie si et seulement si Q n'admet pas de cycle. Et qu'est-ce qu'on appelle ici un cycle? Ce qu'on appelle un cycle, c'est égal à un chemin, donc alpha L jusqu'à alpha 1, tel que S de alpha 1 égale T de alpha L. Si on a ça, ça veut dire qu'on a toutes les puissances de la boucle qui va apparaître, du cycle qui va apparaître, et donc c'est foutu. Okay, donc il ne faut pas qu'il y ait de cycle, je vais préciser, orienté. Hein, car vous pourriez vous dire, ça c'est quand même un cycle, mais pas orienté de la bonne manière. Donc bon, on va préciser cycle orienté. La deuxième chose à remarquer, c'est que l'algèbre, alors ici c'est quand même un exemple. Oui, donc j'ai pas écrit toutes les multiplications, mais cette algèbre, elle n'est pas commutative. A est en général non commutative. Donc c'est très facile, peu importe, quasiment peu importe l'algèbre que vous proposez avec ces chemins-là, vous allez vous retrouver avec une algèbre qui n'est pas commutative. Là, ici, dans l'exemple, vous voyez E2 gamma fait gamma, mais pourtant gamma E2, ça fera 0. D'accord? Donc l'algèbre n'est en général pas commutative. Bon, et puis vous devriez vous poser un petit peu la question, je parle d'algèbre et tout ça là, mais pour qu'il y ait un algèbre, il faut qu'il y ait un anneau, et pour qu'il y ait un anneau, il faudrait qu'il y ait un élément neutre. À votre avis, qui pourrait jouer le rôle d'un élément neutre? Je vais vous le dire, celui qui va jouer le rôle de l'élément neutre, ça va être tout simplement la somme des idempotents. Donc toujours dans le cadre où Q est fini, hein, donc si Q est fini, alors je vais appeler
1 de l'algèbre, hein, donc l'élément neutre pour la multiplication de l'algèbre, ça va correspondre exactement à la somme sur tous les sommets DEQ. Et je vous laisse ça essayer de le prouver. Prouvez-le. Petit exercice. C'est pas très difficile à prouver. Il faut juste prendre un peu son temps sur à savoir ce qui se passe quand je multiplie par alpha à gauche et alpha à droite. Hein. Donc il suffit de montrer que c'est vrai pour n'importe quelle flèche. Vous pouvez le faire aussi pour n'importe quel chemin si vous voulez. Mais voilà, normalement il suffit de le montrer pour n'importe quelle flèche. Mais vous pouvez le montrer pour n'importe quel chemin tant qu'à faire. Donc si vous travaillez avec n'importe quel chemin, qu'est-ce qui se passe quand vous multipliez par cette chose à gauche et qu'est-ce qui se passe si vous multipliez par cette chose à droite. Et vous allez voir que tout marche. Tout marche. Et puis après, bon, bah, comme c'est un élément neutre pour tous les éléments, pour n'importe quel chemin, et bien pour les combinaisons linéaires, ça marche aussi. Donc voilà. Ok. Bon, alors maintenant, bah, je vais revenir à l'exercice que j'ai posé. Hop. La dernière fois. À savoir d'étudier l'algèbre donnée par le carquois suivant. Ok. Alors si je regarde l'algèbre donnée par le carquois suivant, bon je suis un peu plus long, hein. Je vois que la vidéo va durer plus longtemps que pour les petits exocols, mais bon c'est pas grave. On va dire qu'il a fallu quand même bien expliquer les choses et je voulais donner quelques remarques, quelques petites choses concernant ces algèbres de chemin. Donc si je reprends l'exemple que j'ai donné la dernière fois, bon bah l'algèbre ici est engendrée, c'est pas très difficile de voir tous les chemins qui l'engendrent. On a E1, E2 et alpha, et rien d'autre. Donc il n'y a que 3 éléments. On a en multiplication E1 carré égale E1, E2 carré égale E2. On a que alpha E1 égale E2 alpha. On a que E1 alpha égale 0, égale E2, enfin alpha E2, égale alpha carré. Bah oui, hein, vous ne pouvez pas faire alpha puis alpha, hein, puisque voilà, une fois que vous avez fait alpha, c'est fini. Il n'y a pas d'autre possibilité de chemin. D'accord ? Ok, alors maintenant que j'ai expliqué, enfin que j'ai dit tout ce qui se passait, normalement le fait de vous avoir dit que l'élément neutre c'est la somme des idempotents, ça doit vous donner maintenant peut-être une petite indice de ce que pourrait être l'algèbre qui est cachée derrière cette algèbre de chemin. Alors, si on réfléchit un tout petit peu, on peut imaginer, on peut essayer de se dire que en fait, ces éléments-là, ça pourrait correspondre à des composantes dans une matrice. Donc c'est-à-dire que si on commence à se dire qu'on travaille avec des matrices, et qu'on imagine que, donc là par exemple les EQ, on pourrait les imaginer comme les éléments de la diagonale, hein, donc chaque EI correspond à EII dans le cadre des matrices, donc là on pourrait imaginer le même genre de choses. Et si on imagine le même genre de choses, alors on peut définir E1 comme étant la matrice. Alors bon, faudra s'assurer que les multiplications marchent. Je peux considérer E2 comme... Il faudra juste vérifier que les multiplications marchent, on va le faire juste après. Et donc bah, alpha c'est quelque part le chemin qui va aller de 1 vers 2, donc si on le voit comme ça en termes de matrice, ça voudrait dire qu'on a affaire à cette matrice-là. Alors c'est juste, maintenant il faut s'assurer, est-ce que si je fais alpha E1 ça va marcher, je me permets, si celui-là fonctionne, c'est que le reste va fonctionner. Sinon ça voudrait dire qu'il faut que j'échange la place de E1 et de E2. Ce qui peut paraître un peu étrange, mais... oups. Donc si je fais cette multiplication-là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'obtiens 0. Ok, donc il faut que j'en remplace. Alors ça c'est une question du fait que j'ai fait la multiplication dans un sens. Hein. Donc évidemment, en faisant la multiplication dans un certain sens... D'accord, si j'avais décidé de faire, de considérer la concaténation de deux chemins dans le sens un peu plus, dans le sens lisible de la chose, donc c'est-à-dire si j'avais mis les flèches dans le bon ordre, alpha 1 jusqu'à alpha L, dans ce cas-là, la chose que j'ai donnée, c'est la bonne. Maintenant, si je fais comme ça, je pense que ça doit aller maintenant. Donc si je fais ça ici, j'obtiens bien 0, 1, 0, 0. Ouais. Voilà.
Et vous pouvez vérifier que toutes les multiplications coïncident. Ainsi, l'algèbre que vous avez ici, c'est isomorphe à l'algèbre engendrée par les matrices 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 et 0, 0, 0, 1. Autrement dit, c'est l'algèbre des matrices triangulaires supérieures. Donc matrice 2, 2, triangulaire supérieure, pas supérieur strict, moi je mets juste plus, à coefficient donc là. Ok. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, alors ce qui va être intéressant par la suite, hein, c'est de regarder des algèbres un peu plus... parce que oui, comme je viens de le dire, les algèbres en général qu'on travaille ici ne sont pas commutatives, d'accord? Mais il y a moyen de rendre des algèbres commutatives en faisant des quotients. Alors bon, je ne vais pas travailler avec des algèbres commutatives, hein, c'est pas tout à fait ça mon but, mais j'aimerais vous mettre un petit peu l'idée qu'on va, en général, en tout cas dans le cadre de choses que je vais vous présenter, qu'on va quotienter l'algèbre par un idéal particulier. Je vais vous motiver un peu la chose avec une autre algèbre que vous connaissez bien. Hop. Donc là, par exemple, si je vous propose, on va dire un dernier exemple, si je vous propose de regarder ce qui se passe avec ce carquois-là. Okay. Donc là, j'ai ce carquois-là avec deux flèches et un seul sommet, les deux flèches ayant pour même but et même source, évidemment, ce sommet, hein, on n'a pas trop le choix. Bon, alors, vous pourriez vous dire quelle est l'algèbre qu'il y a derrière ça. Et en fait, si vous cherchez un petit peu à savoir quelle est l'algèbre qui est derrière ça, vous auriez envie de dire que vous avez affaire au polynôme, puisque ça ressemble beaucoup à ce qui se passait pour les polynômes avec un déterminé alpha. Vous avez envie de dire qu'il s'agit des polynômes avec alpha et bêta, c'est-à-dire des multinômes, ici avec juste deux types de monômes, alpha et bêta. Okay. Mais le problème c'est que c'est faux. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, l'algèbre en général n'est pas commutative, donc autrement dit, alpha-bêta est différent de bêta-alpha. Okay. Mais si je décide de faire un quotient par un certain idéal, donc là par exemple si je considère, donc là j'ai mon algèbre de chemin, ici mon algèbre de chemin, c'est tous les chemins que vous pouvez faire de la forme alpha, ça va être certainement une... donc si on réfléchit un petit peu, ça va être de la forme alpha puissance I1, bêta puissance J1, alpha puissance I2, bêta puissance J2, etc. jusqu'à alpha puissance IK, bêta puissance JK. Avec tous les I là. Avec K, un entier naturel. Et puis vous avez... là je suis en train de décrire complètement l'algèbre. Donc on a K appartenant aux entiers naturels non nuls. On aura... Donc oui, évidemment, les éléments... il y a aussi E1, hein, d'accord. Donc vous avez K1, et puis vous avez I1 jusqu'à IK, qui vont être des valeurs comprises entre 1, enfin plus grand que 1, tout simplement, des entiers plus grands que 1. Et vous avez les J1 jusqu'à JK-1, qui sont plus grands que 1, et JK qui est plus grand ou égal à 0. Voilà. Donc si je vais décrire complètement l'algèbre que je viens de vous proposer, voilà sa description complète. Sachant que dès que vous avez alpha fois bêta, vous ne pouvez pas commuter. D'accord? À cause de ça. Bon, et puis si vous voulez vraiment retrouver l'algèbre des polynômes, hein, des multinômes avec deux variables, eh bien ce qu'il vous faut, c'est faire en sorte que alpha bêta égale bêta alpha. Et comment faire? On peut quotienter par un idéal. L'idéal que je vous propose, c'est de regarder alpha bêta moins bêta alpha. Okay. Donc ça, vous pouvez vérifier que c'est bien un idéal, hein, c'est pas très difficile à vérifier. Donc je vais considérer l'idéal engendré par cette chose-là. D'accord? Donc je vais dire ça, I égale idéal engendré
ça veut dire que je vais considérer tous les éléments dans l'algèbre qui peuvent s'écrire comme cette chose fois un élément de l'algèbre. Okay, et je vais le considérer à gauche et à droite. Donc c'est-à-dire que cet idéal n'est ni à gauche ni à droite, je vais considérer un bi-idéal. Ouais, juste un idéal à gauche et à droite. Je crois que c'est juste dans les deux. Enfin, je sais plus comment on dit exactement, mais je vais juste dire à gauche et à droite. Voilà. Mais je sais qu'il y a une façon de dire normalement. Bref, donc voilà, donc je considère l'idéal à gauche et à droite de cette chose, et ce que je vais faire, c'est que je quotiente l'algèbre par cet idéal. Et en quotientant par cet idéal, là, cette fois-ci, je vais retrouver en effet les polynômes en alpha, bêta. Pourquoi? Parce que maintenant, dans ce quotient, alpha fois bêta égale bêta alpha. Parce que quand je quotiente par un idéal, ça veut dire que la chose qui engendre l'idéal vaut 0. D'accord? En quotientant. Et donc, ça veut dire qu'on identifie alpha bêta à bêta alpha. Donc voilà, voilà ce qui va motiver un petit peu la suite sur les algèbres, sur la partie algèbre. Donc la partie algèbre, c'est qu'on va chercher à quotienter par des idéaux, et on va quotienter par des idéaux particuliers. On va travailler avec des carquois aussi, avec des hypothèses supplémentaires. D'accord? Donc des hypothèses supplémentaires comme le vérifie d'ailleurs ce carquois-là, mais le carquois qu'on a vu dans les premiers exemples, lui ne le vérifiait pas. On verra ça la prochaine fois. C'est ça qui va définir les algèbres aimables. Il y a autre chose dont j'aimerais ensuite vous parler. Là, je pense que ça sera pour l'épisode suivant. J'aimerais vous parler des représentations d'un carquois. Donc les représentations d'un carquois, juste pour vous teaser un peu la chose, c'est à la place de chaque sommet, je prends un espace vectoriel, et à la place de chaque flèche, je prends une application linéaire. Okay, et en général, on travaillera avec des espaces vectoriels dimension finie, ce qui va amener à beaucoup de résultats bien sympathiques. Donc je pense que ce sera l'objet de l'épisode suivant. On parlera des représentations de carquois. Et je vous spoil également que ces représentations vont en fait correspondre à des modules sur l'algèbre. Donc voilà, donc ça sera l'objet de l'épisode 1C, et l'épisode 1D, on parlera d'algèbre aimable. Ok? Donc voilà ce qui est prévu pour la suite. J'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave, au moins je vous ai mis un maximum de détails sur ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo, comme d'habitude. Si vous avez aimé, si vous pensez que d'autres camarades pourraient apprécier également cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour le petit Exode Call numéro 9. Voilà, salut à tous et bonne semaine. Au revoir.